Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Bienvenue sur notre plateau de la Boîte-Ardière. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre métier? Oui, eh bien bonjour. Je m'appelle Joël Coulet. Je suis conteur, raconteur d'histoires, transporteur d'histoires depuis maintenant, je vais dire depuis 12 ans, 2013. Oui, ça fait non plus que ça, bien plus que ça, puisque j'ai commencé en 2008 et je me suis professionnalisé en 2013. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir conteur? C'est pas un métier courant? Non, en fait, j'ai pris conscience du conte tardivement. J'ai raconté des histoires comme tous les parents à mes enfants longtemps. Et un jour, la bibliothécaire du village où j'habitais euh, m'a invité à aller voir un spectacle de contes. J'ignorais complètement ce que c'était. Et là, j'ai vu une personne sur scène en train de raconter des histoires. Et j'ai senti qu'il se passait des choses entre nous. Quand je veux dire j'ai senti qu'il se passait des choses entre nous, c'est que ces histoires n'étaient pas innocentes. J'étais pas dans une écoute, j'étais dans une écoute active en fait. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la bibliothèque justement du village avait instauré l'heure du conte et les mamans qui avaient mis ça en place, hein, leurs enfants avaient grandi, donc ils cherchaient d'autres voies. Donc je me suis proposé. Et concours de circonstances intéressant, c'est que la bibliothèque départementale, j'étais dans le Maine-et-Loire à cette époque, proposait pour les bénévoles des bibliothèques une formation de 7 demi-journées d'introduction au conte avec théorie et ateliers pratiques avec des conteuses professionnelles. Ce qui fait que j'ai mis le pied à l'étrier là-dedans assez rapidement. Et je dirais que le conte a cette particularité, c'est que il faut se méfier. Une fois qu'on a commencé à mettre, j'allais dire, le pied, la voix, la bouche, le corps dans tout ça, c'est un peu difficile de s'en défaire. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, en fait, je dirais que le conte m'habite pas à chaque instant, mais quand même très souvent il m'accompagne. De devenir conteur, c'est un art. Euh, Comment vous êtes venu à cela? Alors j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, par cette formation. Donc après, j'ai raconté aux enfants dans cette bibliothèque pour l'heure du conte. Après, je me suis approché d'autres conteuses et conteurs. On a formé un espèce de collectif où on a organisé des balades contées. J'ai rejoint une association qui s'appelle les Conteurs de la Jabotée. On devrait plutôt dire les conteuses parce que ce sont essentiellement des conteuses qui sont là, qui est encore sur Angers, avec qui j'ai travaillé, on peut parler de travail, avec qui j'ai raconté pendant de nombreuses années, enfin pratiquement jusqu'en 2012, et de temps en temps je retourne les voir. Je dirais que c'est là où j'ai fait mon apprentissage, puisque ces conteuses-là, en fait, allaient dans tous les lieux possibles et imaginables, là où des conteurs professionnels ne seraient pas venus, parce que ça signifiait un travail en amont trop important pour un investissement d'une fois. Et, euh, et parallèlement à ça, j'ai fait des stages et des ateliers avec des conteuses et conteurs professionnels. D'abord, il y a eu Guillemette de Pimaudan que j'ai suivi longtemps. Il y a eu des gens comme Micheline Denoc et puis d'autres encore. Donc en fait, c'est à force de formation, mais c'est surtout aussi à force de lecture, de lecture de recueils de contes, hein, d'écoute d'autres conteuses et de conteurs, puisque le conte maintenant, en fait, on le travaille plus trop, on l'écoute plus trop autour d'une cheminée dans les familles comme autrefois, quoi. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, le conte est un art, mais pas que, c'est aussi un univers. Comment cet univers a pu vous séduire et comment vous choisissez, vous, de raconter des histoires? Alors, comment l'univers a pu me séduire, hein? Je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le conte n'est pas innocent. Le conte, d'abord, ce sont des histoires qui sont toujours en mouvement. Le conte, qui fait partie de la littérature orale, en fait, à l'origine, c'est une transmission de bouche à oreille, hein, et de bouche à oreille, et tout le temps. C'est pour ça que ce sont des histoires, en fait, qui ont traversé le temps.
et qui ont des marqueurs qui sont profonds. Et à chaque fois qu'un conteur, j'allais dire, rencontre une histoire et la travaille, je veux dire, son corps, sa pensée, en fait, devient un filtre, c'est-à-dire entre le moment où il l'entend et le moment où il va la restituer, il y a tout un travail intérieur qui se fait, et ce qui fait que l'histoire n'est jamais restituée de la même façon. Et pourquoi est-ce que cet univers me plaît? Justement parce qu'il me parle. C'est un univers qui parle finalement de la vie en général et qui sait mettre des mots aussi sur justement sur des situations qui sont peut-être difficiles à évoquer. Euh, je peux parler des relations familiales, on peut parler de l'inceste, on peut parler aussi du fait d'être le petit dernier de la famille, hein, et le fait de comment se débrouiller dans la vie et dans ce monde qui n'est pas toujours facile. Et le conte parle de tout ça. Et c'est ce qui m'a intéressé avant tout dans la transmission. C'est pour ça que je le fais à travers des racontés, mais aussi le travail qui me semble le plus intéressant, c'est à travers des ateliers contes, puisque là, c'est un travail qui est fait dans la durée avec des enfants et des étudiants ou avec des adultes. Et quelle est la différence entre un conteur et un narrateur? Euh, je dirais qu'un narrateur met sa voix et son corps et son énergie au service d'un texte. Il est attaché à un texte qu'il est en train de lire. Si on parle de narrateur-liseur, moi je dirais que le conteur, il met aussi sa voix, son cœur et son corps au service d'un récit, et un récit particulier qui est le conte, le mythe ou la légende. Alors, narrateur, on pourrait penser aussi narrateur d'histoire, mais je dirais que il y a une différence peut-être entre l'histoire et le conte, c'est-à-dire que il y a l'histoire qu'on peut raconter autour d'un comptoir, au bistrot ou comme ça. Alors que le conte, c'est à quelque chose, j'allais dire, je veux pas mettre une hiérarchie, hein, c'est pas ça, mais le conte est vraiment quelque chose qui a traversé le temps. Si cette histoire est arrivée jusqu'à aujourd'hui, les plus vieux contes que l'on connaît dont on a retrouvé des traces écrites, c'est Gilgamesh, hein. On est donc à presque il y a 3000 ans. Et c'est une histoire qui se raconte encore aujourd'hui. Donc il y a bien les raisons pour lesquelles ces histoires se racontent encore aujourd'hui. Et selon vous, pourquoi, quelles sont ces raisons et quelles ont été les sources d'inspiration de ces différents contes? Les sources d'inspiration, euh, je crois qu'il faudrait parler des mythes et de la mythologie, peut-être. C'est un domaine sur lequel je suis en train de travailler. Les premiers mythes, en fait, qu'on pourrait appeler les mythes d'émergence, les mythes de création de l'humanité et de l'humain, ça a été un questionnement, c'est-à-dire que les premiers hommes et les premières femmes, quand je dis hommes, c'est en général, hein, se sont questionnés de pourquoi le soleil, pourquoi la lune, pourquoi est-ce que c'est difficile de trouver à manger, pourquoi est-ce qu'il fait froid, pourquoi tel animal a telle couleur et tel autre en a une autre, pourquoi est-ce qu'on a peur quand on est dans le fond d'une grotte, ou c'est des tas de choses comme ça. Donc je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais pour moi le conte, l'origine du conte, c'est ça, c'est vraiment ça. Vous évoquez des mythes. Hmm. Le mythe, il n'y a pas que le mythe, il y a aussi les légendes. Hmm. Y a-t-il une part de vérité dans les mythes, les légendes et dans les contes, selon vous? Alors, je vais vous répondre pour les contes parce que c'est ce que je raconte le plus souvent. Et quand je raconte à des enfants, par exemple, en classe ou des ateliers, souvent ils viennent me voir et me disent, mais est-ce qu'elle est vraie, ton histoire? Je suis toujours un peu embêté pour répondre à ça. Comment répondre à un enfant, dire que, par exemple, je sais pas, Corbeau, il a emmené Lièvre sur la Lune parce que Lièvre avait peur du monde, de tout ce qu'il y avait autour de lui. Comment lui dire que cette histoire est vraie et que Lièvre est toujours sur la Lune et que de temps en temps, il faut lui dire bonjour. Donc moi, je dis que l'histoire, elle est vraie au moment où on la raconte, au moment où on est en train de la partager, puisque je vous disais tout à l'heure, l'écoute est toujours active, hein.
Le travail d'un conteur n'est pas de décrire. Le travail d'un conteur, c'est un peu comme celui d'un cinéaste. Je dirais que il faut créer un récit qui laisse suffisamment de place à l'autre pour qu'il puisse créer ses propres images et ses propres récits. Par contre, il y a quand même des constantes, c'est-à-dire que dans une histoire, toutes les histoires, tous les contes sont construits de la même façon. Il y a une situation initiale, il y a un élément qui perturbe cette situation initiale, donc après, il faut réparer cette situation. Donc soit s'il y a un héros ou une héroïne qui se met en marche, ou autre chose, qui va rencontrer des éléments qui vont l'aider ou qui au contraire vont le contrarier. Mais à la fin de l'histoire, la situation originale qui a été perturbée, en fait, eh bien, sera réparée. Et le héros ou l'héroïne, c'est pour ça que c'est important pour les enfants, en sort toujours grandi, même s'il était le plus petit de la fratrie au départ. Et pourquoi je vous racontais ça? Excusez-moi, des fois je me perds un peu dans le fil de mes pensées. La différence par rapport aux légendes, ah oui, par rapport à la vérité. Il y a un fond de vrai dans toutes les histoires, puisqu'elles racontent en fait des éléments de notre vie. Je veux dire, une mère qui tue son enfant ou qui a envie de tuer son enfant, ce sont des éléments sur lesquels on a du mal à mettre les noms. Sur l'inceste aussi, les jalousies entre les petits et les grands, les soifs d'aventure, ce sont des éléments. La peur qu'on a au fond de nous est aussi un élément, c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc ça, ce sont des vérités qui sont dans les contes. Les légendes ont quelque chose de différent, autant le conte est intemporel, on dit, c'est une histoire qui se passe quelque part, à un moment donné. Donc on ne sait pas très bien où, on ne sait pas quand. Alors que la légende parle d'un point précis. Par exemple, il y a des légendes sur la Loire qui vont dire que dans tel endroit de la Loire, il y a tel rocher, sur tel rocher, il y a telle marque, et s'il y a cette marque-là, c'est parce qu'il y a eu un événement. Peut-être que le diable est passé, peut-être qu'il y a eu autre chose. Donc, c'est situé, c'est contextualisé d'une façon plus précise. Une légende, on est vraiment obligé de se rattacher à des faits précis. Le mythe, c'est encore autre chose, puisque le mythe, on va à la recherche, j'allais dire, de notre origine. Le mythe, on va à la recherche je veux dire, il y a les cosmogonies, on va à la recherche, pourquoi le soleil? Est-ce qu'il y a un dieu? Est-ce qu'il y en a pas? Est-ce qu'il y en avait plusieurs? Est-ce qu'on va leur mettre des noms? Comment est-ce que la mort, elle est venue sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on n'est plus immortel? C'est tout ça, les mythes. Donc, on est là dans des profondeurs. Je dirais que le conte est arrivé peut-être après. C'est un peu ça. Vous avez parlé de cinéastes pour répondre à la précédente question. Les contes sont source de nombreux films, si on peut s'inspirer de Disney, et même de séries, comme les contes des frères Grimm. Qu'est-ce que vous en pensez de cette transposition des contes narrés à des contes vidéo où il y a une mise en scène complète, ou qui laisse peut-être un peu moins de place à l'imaginaire? Oui, vous avez répondu en partie à la question que vous posez par rapport à l'imaginaire. C'est vrai que à partir du moment où c'est fixé, j'allais dire, sur une pellicule, mais c'est la même chose lorsque c'est écrit. Il y a une partie de l'histoire les images sont fixes, hein, et laissent un peu moins de place à l'imaginaire. Moi, par rapport au travail de Disney, par rapport à ce que les télévisions ou cinéastes ont pu faire des contes, j'allais dire, si ça peut être une approche pour le public, pour découvrir le conte, moi je vais pas cracher dans la soupe si le terme peut être utilisé ici. Bien entendu, c'est autre chose. Disney a quand même lissé énormément de choses par rapport au conte. Les frères Grimm, ça a été réécrit dans un souci de créer, j'allais dire, sur une demande de l'État pour créer une espèce d'oralité germanique en quelque sorte. Mais les contes ne sont pas, pour vous dire par rapport justement au recueil de contes ou par rapport à ce qu'on en fait des cinéastes ou autres,
Le conte a quelque chose d'universel. Si on prend par exemple des contes très connus comme Cendrillon, comme Peau d'âne, comme Le Petit Chaperon Rouge, il existe à travers le monde, je dis bien à travers le monde, des dizaines et des dizaines de versions. La différence entre ces versions-là, j'allais dire, c'est le contexte. Mais les éléments principaux, je veux dire, on les retrouve. Hein. On va retrouver, par exemple, dans Cendrillon, moi je raconte une Cendrillon qui s'appelle Dawa, qui est un conte nigérien, où en fait c'est une fille qui est avec sa marâtre, et sa marâtre ne peut pas la voir. Et forcément, et un jour, il y a un prince dans ce pays qui organise un bal, il invite toutes les filles. Hein. Et la marâtre, elle lui dit, mais attends, toi, tu vas pas y aller. Et elle lui dit, mais attends, écoute, le prince a dit tout le monde. Hein. Et donc, il y a tout un travail, toute une démarche elle se fait aider pour pouvoir aller à ce bal. Donc, tout ça, finalement, on le retrouve pas Disney a repris certaines versions. Il y a effectivement des épisodes qui ont été faits, des contes de Grimm, mais pareil, les contes de Grimm, on pourrait parler des contes de Perrault aussi, puisque il y a eu toute cette époque un peu où c'était une mode, en quelque sorte, d'aller prendre cette littérature très populaire, en fait, qui était méprisée, et de la réécrire pour les gens les gens plus nobles, les gens de la cour, etc. Et bien entendu, on a enlevé tout ce qui pouvait choquer à ce moment-là. En quelque sorte, si on vous écoute, c'est que le conte était à l'époque l'équivalent de nos émissions télévisées et de nos séries, à une époque où la télévision n'existait pas, et un peu parodique sur certains points, et en fonction du conteur et de la cour ou du public qui écoutait, ces contes étaient adaptés en fonction du lieu et des personnes qui étaient là. Oui, je parle pour des contes réécrits à cette époque-là. Pour ce qui est des milieux populaires, je veux dire, les contes, le terme de conteur n'existait pas. Les gens se réunissaient. Il n'y a pas longtemps qu'on a créé le métier de conteur. Je veux dire, bon, il y a des gens qui racontaient mieux que d'autres, on aimait mieux les entendre, mais tout le monde effectivement, il y avait des histoires en fonction de l'auditoire. C'est-à-dire qu'on racontait certaines histoires quand les enfants étaient encore là, et lorsque les enfants étaient couchés, on allait raconter d'autres histoires que les petites oreilles ne pouvaient pas entendre. On va revenir un peu plus sur votre métier de conteur. Euh, Quelles sont vos sources pour vous inspirer et pour conter vos histoires et vos inspirations? Alors mes sources aujourd'hui, c'est essentiellement la littérature, les recueils de contes. Hein. Je dois dire que depuis que j'ai approché le conte, en fait, j'ai lu énormément, j'ai essayé quand c'est possible, d'entendre d'autres conteurs. En fait, mes sources viennent de là. Et lorsque, j'allais dire, je rencontre une histoire qui me parle, les conteurs et conteuses disent que c'est l'histoire qui rencontre le conteur et la conteuse. Chacun voit midi à sa porte. À partir de là, cette histoire, je la laisse un peu de côté. Et puis, j'essaie de trouver toutes les versions qui peuvent être disponibles de cette même histoire. Et ensuite, cette histoire, moi, je la désosse. J'enlève tout ce qui a été pour garder l'essentiel, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fil conducteur de ce conte. Et après, je regarde en fonction des autres versions, je vois ce qui m'intéresse, si des choses, par exemple, avaient pu être omises, d'autres rajoutées, et ensuite j'en fais ma propre version. Et là, il y a tout un travail de maturation, et j'allais dire d'écriture que j'appellerais, puisqu'on parle de littérature orale, j'appellerais ça une écriture orale qui se fait en marchant, puisqu'en fait, c'est surtout en marchant que mes histoires se recréent. Et c'est là, en fait, où je rhabille cette ossature. Et après, en fait, quand je me sens prêt, eh bien, je suis prêt à la raconter. Et en tant que conteur, est-ce que ça vous arrive de modifier un conte que vous avez déjà une première fois réinterprété comme vous venez nous l'évoquier, et de lui rajouter des éléments en fonction du lieu, l'endroit où vous êtes? Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Là, les histoires sont jamais figées. C'est-à-dire que
les histoires ne sont pas des histoires apprises par cœur. J'allais dire que ces histoires, en fait, pour moi, sont des histoires qui deviennent comme des souvenirs. Et comme un souvenir, quand on le raconte, si on raconte, je sais pas, moi, un repas de famille, il y a des moments où il y a certains éléments qui nous reviennent, un autre moment, c'est d'autres. Et donc, où on s'attarde plus. Donc, les histoires, pour moi, elles sont ancrées comme ça. Ça veut dire que d'une fois à l'autre, je raconte la même chose, mais pas forcément avec les mêmes mots. Et après, par exemple, lorsque je réalise des balades contées, notamment avec ma compagne, souvent les histoires, je les contextualise, ou alors je cherche des histoires en fonction du contexte. Par exemple, il y a là un arbre, là il y a un lac, là il y a particulièrement telle histoire, là il y a un autre fait marquant. Donc quelquefois, j'adapte effectivement les histoires par rapport au contexte, oui, oui. Et quelle est selon vous la différence entre lire un livre et écouter une histoire contée? C'est un peu ce que je disais. Lire un livre, on est là avec un texte qui est figé, un texte qui peut procurer des images. C'est pareil. Je n'y hiérarchise rien du tout dans ce sens, hein. Mais je disais que le rapport, et le rapport au livre, je veux dire, c'est un rapport intime, on est seul avec ce livre qu'on est en train de lire. Lorsqu'on écoute une histoire, on est souvent dans une assemblée, et j'allais dire que c'est une parole qui circule. Pour que le conte existe, il faut trois choses. Il faut une histoire, il faut quelqu'un qui la raconte, et il faut un public. S'il manque un des trois éléments, le conte n'existe pas. On va se orienter sur le public. Vous, en tant que conteur, vous préférez avoir un auditoire composé d'enfants, d'adultes ou un auditoire intergénérationnel? Je dirais que j'ai pas de préférence, hein. Mais il y a une différence, bien entendu, entre ces différents publics, hein. Je raconte pas les mêmes histoires si j'ai un public uniquement composé d'enfants ou si j'ai des adultes et des jeunes. Et la différence aussi, c'est que les enfants, j'allais dire, ont cette écoute active et si vous les ennuyez, vous le voyez tout de suite. Je veux dire, ils se cachent pas derrière des éléments ou une forme de politesse ou quelque chose. C'est très direct. Et les enfants sont peut-être mais je pense pas que les enfants soient un public plus attentif que les adultes. C'est au conteur de faire son travail pour s'adresser à tous ces publics. Moi, j'ai pas réellement de public privilégié. Et qu'est-ce que vous attendez du public qui retienne après avoir pu profiter d'un de vos contes? Qu'ils racontent les histoires qu'ils viennent d'entendre. C'est ça. Ça, c'est le plus beau cadeau. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a 15 jours, j'ai raconté, j'étais dans le Maine-et-Loire et j'étais autour d'un lavoir et je racontais une histoire, un conte étiologique. Les contes étiologiques, c'est des contes qui expliquent le pourquoi du comment. Et, et dans ce conte, il était dit, il expliquait en partie pourquoi l'escargot a maintenant sa maison sur son dos. Et j'ai fini mon histoire et il y a une dame assez âgée qui me voit. Elle me dit, bon, qu'elle avait bien aimé l'histoire, ça c'est souvent. Elle me dit, mais en plus j'étais content parce que le lavoir, là où vous avez raconté, quand j'étais petite, avec mon frère, on faisait des courses d'escargots sur les margelles du lavoir. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Est-ce que l'art du conte a évolué avec le temps et en fonction des attentes du public? Ah oui, oui, oui. L'art du conte était tombé, j'allais dire, en désuétude avec à la fois l'arrivée, j'allais dire, de l'électricité et de la télévision et de la fin des veillées. Et en fait, il a été remis à jour dans les années 80, ce qu'on a appelé le renouveau du conte, c'est-à-dire que ça a été un peu en même temps que les gens qui ont repris des chansons issues du folk, etc., enfin de la tradition. Tout ça, ça a été un peu de pair. Beaucoup de conteurs de cette époque étaient musiciens.
Et donc, ils ont amené cette école et il y a des gens qui ont dit, mais ils ont ramené ces contes et il y a des gens qui ont dit, mais ces contes-là, il faut aller dans les écoles avec. Et ces conteurs se retrouvaient un peu au dépourvu, donc ils ont essuyé les plâtres. Et petit à petit, en fait, le conte s'est installé de l'école, il est sorti, il y a eu les balades contées, et puis il y a eu les premiers spectacles contés en salle. Et à leur tour, ces conteuses et ces conteurs ont formé d'autres conteuses et d'autres conteurs qui aujourd'hui racontent. Et ensuite, les choses ont aussi évolué, c'est-à-dire que du conteur qui était tout seul ou juste avec, je ne sais pas moi, une guitare sur scène ou dans son coin, on arrive maintenant à des choses très scénographiées, très mises en scène, où je trouve que ce sont des spectacles qui sont très beaux, qui sont magnifiques. Quelquefois, je pense, mais ça c'est un avis personnel, que le conte y perd un peu son âme, mais, mais c'est très très intéressant à voir. Et le conte évolue aussi, j'allais dire, en fonction des nécessités, puisqu'aujourd'hui les artistes doivent avoir à la fois être conteurs, musiciens, jongleurs, pour gagner leur vie, quoi. C'est pas très simple. Il y a autre chose aussi. Je reviens un petit peu en arrière, si ça vous ennuie pas. C'est par rapport au conte et sa signification. Il y a une chose qui est importante, j'allais dire, concernant le conte et l'école. Euh, le conte est, moi, c'est ce que je dis aux institutrices, aux instituteurs, aux professeurs, c'est que je viens pour un acte qui est gratuit. Gratuit dans le sens où mes histoires, je les partage avec les enfants. Euh, je demande dans la mesure du possible aux corps enseignants qui sont là, d'être là, de partager les histoires avec les enfants, mais de ne pas chercher à les exploiter. De ne pas être là en disant, souviens-toi, qu'est-ce qu'il a dit le conteur, ou combien de fois il a dit tel mot, ou qui est une exploitation après, j'allais dire, peut-être au niveau du dessin, ou des choses comme ça, ou pourquoi pas, pour raconter l'histoire, mais éviter d'en faire un outil complètement pédagogique. Mais si vous avez un moment, je pourrais vous parler du conte à l'école plus tard. Quand on t'entend évoquer le métier de conteur version moderne, est-ce que les ménestrels de l'époque n'étaient pas eux aussi des conteurs? Oui, 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 bien entendu, puisque, je veux dire, ils avaient avec eux des histoires, de la poésie, enfin, ils avaient une oralité qui était encore beaucoup plus large, mais et effectivement, ils savaient être aussi musiciens, jongleurs, et oui, oui, bien entendu. Alors, les ménestrels de l'époque avaient certains défis pour s'affranchir de certaines obligations. Quels sont les défis modernes d'un conteur? Les défis modernes d'un conteur, hein, j'allais dire, c'est euh, mettre, c'est pas mettre le conte au goût du jour, c'est pas ça. Mais, mais c'est-à-dire que il faut tenir compte de notre société et du conte. Il y a des histoires aujourd'hui, enfin moi, il y a des histoires que je ne raconte pas parce que parce qu'elles me choquent, parce que elles étaient peut-être elles correspondaient à une période, à un temps. Je pense qu'on parle beaucoup aujourd'hui de justement quand on parle du conte, notamment du conte merveilleux, où on est toujours en train, enfin, on a plutôt cette image de la princesse passive qui attend le chevalier qui vient soit la réveiller, soit la sauver. Il y a eu énormément de travail qui a été fait là-dedans. Il y a un travail qui est fait, un travail au niveau de l'oralité, justement. Qu'est-ce que ces contes veulent réellement dire une fois qu'on enlève cette première approche, cette couche superficielle? Est-ce que la princesse est réellement celle qui attend? N'est-elle pas plutôt celle qui provoque? Et les contes aussi ont énormément d'héroïnes. Donc, je pense que un des défis du conteur ou des conteuses aujourd'hui, c'est dans le choix de ces contes et dans la façon dont il va partager ses histoires. Je pense que c'est le plus gros de ces défis. Après, je ne vais pas vous parler parce que je suis pas bien placé pour ça, des autres défis qui concernent tous les artistes, à savoir pouvoir manger tous les jours.
Pouvez-vous nous parler d'une expérience marquante vécue au cours d'une de vos prestations? Oui, oui, oui. Je me souviens d'être allé dans une école, je sais plus si c'était à Saint-Denis, ou enfin je raconte, c'était une école maternelle, petite section, donc des enfants de 3-4 ans. Et je raconte pour les enfants de 3-4 ans, donc ce sont des contes courts, ce sont des comptines, des ritournelles, il y a des jeux comme ça, et je raconte. Et à la fin de ma racontée, il y a un enfant qui vient me voir, et cet enfant, il me prend par la jambe, il me serre. Moi, je suis toujours gêné. Quand je raconte, d'abord, il y a toujours des adultes avec moi quand il y a des enfants, et puis les contacts physiques me gênent tout le temps. Et l'institutrice vient et elle me dit non, il y a pas de souci. Elle me dit cet enfant-là, c'était un enfant qui venait d'un pays d'Europe de l'Est. Elle me dit cet enfant, il ne comprend pas un mot de français. Donc ça veut dire que la musicalité des mots simplement a suffi à toucher cet enfant. Dans le conte, en fait, notre parole, elle compte à peu près pour 35-40%. Ce qui compte, le reste, c'est le corps, c'est le visage, c'est notre expression. Et en fait, ça lui a parlé. Et ça, pour moi, oui, c'est un événement. Et quelle est émotion ou message que vous souhaitez particulièrement transmettre aux personnes qui vous écoutent? Écoutez, si vous avez l'occasion d'entendre des conteuses ou des conteurs, ne ratez pas ça. Laissez-vous porter par cet art et surtout, il faut cesser de croire que le conte sont des récits qui sont réservés aux enfants. Le conte s'adresse à toutes les personnes de la société, de tous les âges. Moi, je compte à partir de 3 ans parce que avant 3 ans, il y a des gens qui font ça merveilleusement bien pour la toute petite enfance. Mais je ne sais pas faire. Un jour, j'apprendrai peut-être. Mais oui, vraiment de tous les âges. Le conte est une parole vraiment particulière. C'est une parole qui rassemble. C'est une parole qui structure. C'est une parole qui saura faire des enfants à la fois des êtres humains et des citoyens. C'est une école c'est un récit qui développe l'écoute, l'imaginaire et puis la locution. Voilà. Pouvez-vous nous conter une histoire pour qu'on se rende compte des émotions et pas que le conte peut nous transmettre? Oui. Bah, écoutez, puisque vous me demandez une histoire, je vais peut-être vous raconter d'où viennent toutes ces histoires. Je pense qu'on peut commencer par ça, si vous en êtes d'accord. Tout a commencé avec une araignée. Une araignée qui s'appelait Anansi. Et Anansi, l'araignée, était persuadée qu'elle avait un grand destin dans sa vie. Et un jour, elle a appris que quelque part dans le monde, il y avait une montagne. Dans cette montagne, il y avait une grotte. Dans la grotte, il y avait un vieil homme. Et à côté de ce vieil homme, il y avait là un pot de terre, un vase. Et elle a appris que dans ce vase, eh bien, il y avait toutes les histoires du monde, et toutes les histoires du monde contenaient aussi toute la sagesse du monde. Anansi l'araignée s'est dit, ça, toute la sagesse du monde, elle me revient. Alors elle s'est mise en chemin, comme dans les contes, et elle a marché, 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 comme peut marcher une araignée. Et elle a marché si longtemps qu'elle a trouvé la montagne, elle a trouvé la grotte, elle a trouvé le vieil homme. Et devant le vieil homme, il y avait là le vase. Elle était un peu déçue, le vase était simple, et il y avait un bouchon dessus. Elle a dit au vieil homme pourquoi elle était venue, qu'il fallait qu'il lui donne ce vase, avec toutes les histoires et toute la sagesse de l'humanité. Les tractations n'ont pas été faciles. Mais Anansi l'araignée a utilisé des mots, d'autres mots. Elle a dit au vieil homme qu'il était plus vieux, et sûrement le plus vieil homme de l'humanité, et que bientôt le vase se retrouverait tout seul. Et donc il fallait bien qu'il le confie à quelqu'un.
C'est comme ça qu'Anansi l'araignée est partie avec le vase et elle est retournée chez elle. Et là, dans sa maison, avec le vase qui était devant elle, eh bien, elle a commencé à se demander ce qu'elle allait en faire. Et surtout, elle s'est dit que ce vase, avec toutes ces histoires et toute cette sagesse du monde, allait faire des envieux. Donc, il fallait qu'elle le cache. Elle est sortie de chez elle et elle a avisé un arbre si grand qu'on ne voyait pas la cime qui était perdue dans les nuages. Anansi l'araignée a pris le vase, elle a pris une corde, elle l'a attachée sur le col du vase, elle l'a attachée en bas, et ce vase, elle se l'est mis en travers le ventre, et elle a commencé à grimper tout en haut de l'arbre. Je ne sais pas si vous avez essayé de grimper le long d'un arbre avec un vase sur le ventre, mais c'est compliqué. Toujours est-il qu'elle avait réussi à faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, quand elle a entendu rire. Elle a entendu un rire en bas, et alors elle a regardé, et en bas, ce qu'elle a vu, c'était un enfant. Un enfant qui était plié en deux, plié de rire. Il a dit, mais Anansi, grand-mère, le vase, c'est pas comme ça qu'il faut le mettre. C'est sur ton dos, tu verras, c'est plus facile pour monter. Anansi l'araignée, malgré toute sa sagesse, n'y avait pas songé. Alors elle a regardé l'enfant, elle a fait un peu une moue, elle a pris le vase, elle l'a balancé dans son dos, et ainsi elle a grimpé tout en haut de l'arbre. Et pendant qu'elle grimpait en haut de l'arbre, une colère était en train de monter dans son ventre. Elle était en train de se dire que elle, la grande, l'exceptionnelle Anansi l'araignée, qui possédait là toute la sagesse du monde dans un vase, venait de se faire donner une leçon par un enfant. Et ça, arrivé en haut, ça l'a mis tellement en colère et s'est dit à quoi bon avoir toute la sagesse du monde si un enfant est capable de trouver une solution que moi je ne suis pas capable. Alors elle a pris le vase et elle l'a jeté aux pieds de l'enfant. C'était un vase en terre, le vase s'est cassé. Et là, le vent s'est levé. Le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, tous les vents du monde sont venus. Et tous les vents du monde ont pris ces histoires avec toute la sagesse qu'ils contenaient. Et c'est comme ça que tous les vents du monde ont emmené l'histoire à travers le monde. Merci pour ce magnifique conte. Quels sont vos prochains projets, contes et peut-être, si on peut dire, spectacles qui sont prévus? Alors actuellement, en projet, il y a différentes choses. Actuellement, sur Amboise, là, je travaille, j'anime dans le cadre du café associatif La Belle Poule, un atelier de lecture à voix haute qui s'appelle le Jabot de la Belle Poule. Et nous allons faire une restitution qui s'appelle un cabaret, le cabaret littéraire. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Le 17 octobre à 20h à la Belle Poule, c'est rue Rabelais. Si vous êtes intéressé, on peut venir à partir de 19h, il y a bar et petite restauration. 20h, le spectacle, nous sommes 6 liseuses, liseurs, donc lecture à voix haute. C'est un spectacle un peu particulier parce que jusqu'à maintenant, nous en sommes à notre 3e prestation, après des textes sur la Loire, les textes de Georges Sand. Nous sommes mis à un défi, c'est-à-dire que nous avons rassemblé des textes sans thématique particulière, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et nous avons essayé d'en faire un récit. Voilà ce que nous vous présenterons ce jour-là. Pour venir, je pense qu'il vaut mieux réserver, donc soit passer aux heures d'ouverture de la Belle Poule, où il y a un mail, mais ça vous le trouverez facilement. Ça, c'est un des projets. Je vais reprendre des ateliers contes auprès d'enfants. Sans ça, il y a différentes choses qui sont en attente, peut-être auprès de restaurants, salons de thé, et puis peut-être des balades comptées, mais ça, ce sera pour le printemps prochain. Et peut-être un travail aussi avec ma compagne, avec qui nous avons créé l'association La Citelle raconte. Mais peut-être qu'on pourra en dire 2 mots de cette association.
Ah, ça sera la prochaine question. De ce fait, quelle est donc cette nouvelle association que vous avez créée avec votre épouse? Alors, cette association qui s'appelle la Cité Elle Raconte a été créée il y a maintenant en 2013, oui, il y a 12 ans. Nous sommes deux à l'avoir créée. Muriel Constant, qui est lectrice de textes en tout genre, hein, mais aussi lectrice de paysages, lectrice de l'histoire de ces paysages, hein, et qui écrit aussi. Et puis moi qui suis conteur. Le but de cette association, en fait, c'est de nous mettre au service de l'oralité, de façon à promouvoir cet art à travers des spectacles, hein, à travers des ateliers, j'allais dire en tout lieu, en intérieur, en extérieur, en paysager, en urbain. Nous avons travaillé essentiellement tous les deux sur des balades contées. Quand je dis balades contées, ça peut être aller d'un point à un autre qui est suffisamment distant. On peut imaginer une balade qui va durer 2 heures, mais ça peut être une balade contée aussi au sein d'un musée, c'est-à-dire aller d'une œuvre à une autre. C'est-à-dire qu'on aura fait tout un travail en amont de recherche et d'adaptation de textes et de contes qui vont ensemble par rapport à ce lieu. C'est notre travail particulier. C'est aussi un travail qu'on a fait dans des bars, dans des restaurants, c'est-à-dire que les repas peuvent être rythmés par des contes, par des lectures, hein, qui sont toujours adaptés au lieu. Pour ce faire, en fait, on réalise vraiment tout un travail en amont de recherche et de construction mais comme pour un spectacle de toute façon. On a fait aussi un spectacle qui est disponible, qui s'appelle Le Roi des Trognes, qui est un spectacle de lecture et de contes sur l'arbre paysan. C'est un arbre paysan. L'arbre paysan renaît aujourd'hui. Certaines personnes retrouvent l'usage de cet arbre-là, c'est-à-dire cet usage du bois, qu'on en faisait du bois de chauffage, du bois d'outil, du bois de clôture, etc., etc. On a donc fait tout un spectacle à travers ça. Donc, quand je dis le spectacle, on travaille vraiment sur l'imaginaire. J'ai un spectacle également qui se passe sur j'allais dire une rue, la vie d'une rue qui s'appelle la Grand Rue. Et puis d'autres spectacles, un spectacle sur les corbeaux que j'ai fait aussi avec une autre collègue conteuse, hein. Et pour l'instant, je suis en train de travailler en fait sur les mythes, hein, sur les mythes d'émergence, c'est-à-dire d'où vient l'humanité. Certains disent qu'autrefois il y avait une grotte et un jour il y a eu une ouverture et c'est comme ça que les hommes et les femmes sont sortis. Et je travaille sur ces mythes-là et la façon dont ils ont parcouru le monde et dont ils ont évolué. Voilà. Que diriez-vous à quelqu'un qui n'a pas assisté à une de vos balades contées ou lectures orales de contes pour leur donner envie de rester vous écouter et aussi pour donner envie à nos viewers de venir vous découvrir sur vos différents événements qui seront à venir? Je dirais que pour ce qui est des balades contées, que ce soit en milieu urbain ou milieu paysager, c'est une autre façon de découvrir découvrir notre environnement, c'est-à-dire associer un paysage à l'imaginaire, se laisser aller, se laisser prendre par les paroles, par le bruit du vent, par l'arbre qui est là, par le château ou la maison toute simple ou la fontaine, le puits qui est ici, et se laisser prendre par ces histoires et c'est ça, ne pas avoir peur de se laisser aller. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Je vous remercie beaucoup. Dans les pages qui murmurent, sous la lumière qui rassure, un voyage commence toujours.
Histoire de lire un secret à ouvrir, des mots qui dansent, des rêves à saisir. Histoire de lire.